3 ans, lors de la COP21, l'accord de Paris sur le climat avait soulevé d'immenses espoirs. Mais depuis, l'euphorie est retombée. La planète continue de se réchauffer. Les catastrophes naturelles se multiplient. Une urgence climatique remise en cause par des chefs d'État climato-sceptiques. La situation s'aggrave de jour en jour. Qu'on se le dise, le consensus scientifique est quasi total, avec 97% des études qui montrent que le réchauffement climatique non seulement est une réalité indéniable, mais est en plus en majorité imputable à l'homme. En d'autres termes, nous sommes les grands responsables. Depuis la révolution industrielle, on est d'ailleurs rentré dans ce qu'on appelle l'anthropocène, une nouvelle ère géologique où les émissions de gaz à effet de serre augmentent si vite qu'elles mettent en péril la biodiversité, nous rapprochant inlassablement de la 6e extinction de masse. Une ère où l'on coupe les forêts sans relâche en Amazonie, où le niveau de la mer augmente, où le désert gagne du terrain sur toutes les terres arables en Afrique. Bref, la situation apparaît sur le papier comme catastrophique. Selon les experts du GIEC, notre équilibre environnemental vacille totalement. Cela fait bientôt 200 ans que les puits de carbone n'arrivent plus à compenser le surplus d'émissions de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote émis par l'homme. La Terre aurait dû ressembler à une balance assez stable, mais aujourd'hui elle flanche sérieusement d'un côté, avec chaque année 3 à 4 fois plus de gaz à effet de serre émis que notre planète ne peut en absorber. Les variations climatiques qui autrefois se faisaient en milliers d'années ne se font plus qu'en dizaines d'années. Et malheureusement, malgré tout le tapage médiatique actuel, la situation mondiale ne s'améliore absolument pas. Bien au contraire, elle s'empire de plus en plus. Sacré paradoxe, car si la gravité de la situation n'est plus à démontrer, le sujet demeure extrêmement mal traité par les médias classiques. Et je pèse mes mots. Encore une fois, ils sont nombreux à ne s'être contentés que d'effleurer la surface du problème, se focalisant sur les conséquences du changement climatique, tout en oubliant complètement d'analyser les mécanismes complexes et cruciaux qui se jouent en arrière-plan. L'écologie, c'est loin d'être une problématique aussi facile qu'on voudrait nous le faire croire. Ça pourrait nous obliger à changer radicalement notre mode de vie. Et je ne parle pas de prendre un peu moins la voiture, d'installer 3 éoliennes ou de recycler ses déchets. Je parle de changements extrêmement contraignants. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, la majorité des gens ont conscience du problème. De nombreuses personnes bienveillantes manifestent pour le climat, lancent des initiatives, s'érigent en défenseurs de la planète, fustigent ouvertement les politiques de ne rien faire. Les bonnes intentions s'accumulent. Mais quand on s'intéresse de très près au problème, qu'on observe attentivement les chiffres, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance abyssale du sujet. L'immense majorité des gens n'ont rien compris. Alors le réchauffement climatique, où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui? Qui sont les véritables responsables? Y a-t-il des solutions viables? Et enfin, quels sont les futurs possibles? Après cette vidéo, vous aurez un aperçu de la situation environnementale mondiale et votre perception de l'écologie pourrait peut-être bien changer. L'opinion éclairée, ce sera la vôtre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé au débat sur Facebook. C'est vraiment une vidéo qu'on a faite tous ensemble. On est parti. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Ce concept paraît évident, tellement intuitif qu'un enfant même ne pourrait le nier. Et pourtant, on a beaucoup de difficultés à comprendre l'étendue de ce message. Car aujourd'hui, le centre névralgique du problème demeure dans le fait que notre société est écartelée entre deux doctrines que nous n'arrivons pas à concilier. D'un côté, on recherche activement l'amélioration du pouvoir d'achat, les forts taux de croissance économique, la globalisation. Chaque pays ambitionnant une augmentation de son PIB, de sa richesse, de la consommation, du taux de natalité ou encore la signature d'accords de libre-échange. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de personnes qui comprennent que nous vivons actuellement en sur-régime, que les ressources de notre planète s'épuisent inlassablement et qui souhaitent que chaque pays réduise drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. L'ennui, c'est qu'à l'heure actuelle, les concepts d'écologie et de développement économique se trouvent trop intimement liés. On ne peut pas les séparer. De nombreuses études ont montré ainsi la corrélation flagrante entre taille de l'économie et rejet de gaz à effet de serre. Ce qui fait que toute la problématique de l'écologie part de ce concept. Comment concilier une croissance constante tout en ayant une gestion respectueuse de l'environnement? Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et ce pour une seule et bonne raison. Le sang de notre société, c'est la consommation d'énergie. Je m'explique. Globalement, notre histoire écologique se divise en 3 périodes.
La première se situe avant la révolution industrielle, où nous utilisions majoritairement les énergies renouvelables et mécaniques pour faire tourner nos différentes machineries. C'était l'époque des moulins hydrauliques, des bateaux à voile, des forges alimentées au bois, des bêtes de trait ou des presses manuelles. Nos sociétés étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui bas carbone, on rejetait peu de gaz à effet de serre. Mais la contrepartie, c'était que nous n'étions pas vraiment efficaces. La productivité de chaque individu restait limitée. Puis tout a changé au milieu du XVIIIe siècle, avec l'avènement du moteur thermique. C'est à ce moment de l'histoire qu'a eu lieu le grand virage. Notre société est devenue ultra productive, avec des machines qui ont boosté démesurément la productivité de l'homme dans presque tous les domaines. C'est à ce moment que le PIB mondial ainsi que la démographie a explosé. Les machines nous ont grandement facilité la vie et ont permis une croissance économique exponentielle. Seul souci, pour faire fonctionner tous ces moteurs, il fallait une énorme source d'énergie. Le bois se faisant rare et onéreux, celle-ci ne pouvait se trouver que dans la combustion d'énergie fossile. Car malheureusement, il ne faut pas se leurrer, le fossile dégage bien plus d'énergie en brûlant que le renouvelable. Et encore aujourd'hui, cela reste indiscutable. Eh bien, si vous faites passer l'énergie cinétique de cette air dans une éolienne qui va en récupérer 40%, vous allez récupérer dans cette air le même contenu énergétique que ce que vous avez dans 3 millilitres de pétrole. 1000 mètres cubes d'air, une grosse éolienne, 3 millilitres de pétrole, 3 microgrammes d'uranium. Ainsi, on a des énergies fossiles qui, comparées aux renouvelables, dégagent une quantité faramineuse d'énergie, qui sont facilement stockables, facilement transportables, autant vous dire qu'à l'époque le choix a été vite fait. Tous les moteurs fonctionnaient au charbon, puis ensuite au pétrole, au gaz, il n'y avait pas vraiment de considération écologique, et on s'est très vite retrouvé avec une société ultra dépendante à ces combustibles. Puis la dernière période, c'est celle de la prise de conscience, qui a démarré dans les années 70, et qui continue encore aujourd'hui. On s'est enfin rendu compte de l'intensité du changement climatique, de la possible pénurie des matières premières, mais malheureusement, nous sommes plus que jamais addicts à l'énergie fossile. Et le sevrage n'est pas aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire. On consomme tellement d'énergie qu'à l'heure actuelle, on ne saurait pas s'en passer. Retourner vers un approvisionnement 100% renouvelable n'est pas envisageable au niveau actuel de consommation d'énergie dans le monde. Ça va de pair avec une diminution d'un facteur 4. Il faut diviser la consommation d'énergie mondiale par en gros 4 à 5, ouais. Et à ce moment ça peut passer. Aujourd'hui, pour fonctionner, le monde a besoin de chaque année de plus de 13 milliards de tonnes équivalent pétrole. Comme vous pouvez le voir, ce graphique nous montre deux choses. Tout d'abord que les besoins énergétiques mondiaux explosent littéralement. En 60 ans, la demande a été multipliée par 3,5. La courbe est littéralement effarante. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais surtout que les énergies renouvelables ne représentent, et excusez-moi du terme, que des cacahuètes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 6 dernières années, mondialement, la consommation de charbon a augmenté 20 fois plus que l'éolien. Quand on regarde les énergies décarbonées, seul le nucléaire et l'hydroélectrique semblent tirer un peu leur épingle du jeu. Mais pour le reste, on a beau en faire tout un tintamarre, le renouvelable ne représente que des miettes. À l'heure actuelle, plus de 85% de l'énergie utilisée provient toujours de combustibles rejetant copieusement du carbone dans l'atmosphère. Petit aparté au passage, c'est vrai que pour de nombreux Français, l'électricité reste une énergie propre, étant donné qu'on la fabrique grâce à nos centrales nucléaires qui ne rejettent pas de carbone. Mais il faut garder à l'esprit que dans le monde, l'électricité est produite en grande majorité grâce au charbon, au pétrole et au gaz naturel qu'on brûle. Globalement parlant, ça reste une énergie sale. Mais alors, pourquoi les pays utilisent encore les énergies fossiles? Eh bien la raison est la même qu'il y a 200 ans. Elles ne sont pas chères, sont facilement transportables et produisent infiniment plus d'énergie que le renouvelable. Dès lors, vous imaginez bien que pour de nombreux pays, le choix se fait vite. En plus, on commence aussi à prendre conscience que certaines énergies soi-disant vertes, telles que l'éolien ou le solaire, ne sont pas du tout aussi écologiques qu'on voudrait nous le faire croire. Je vous mets bien sûr quelques liens dans la description pour étayer mes propos. Mais passons. Alors qui est responsable du réchauffement climatique? Pour répondre, on peut utiliser plusieurs points de vue, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, on pourrait regarder par pays. Sur ce graphique, on se rend compte que la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie sont les plus gros pollueurs, tandis que la France ne rejette quasiment pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, étant donné qu'on a choisi de se développer grâce au nucléaire. Ainsi, on aurait envie de se dire, le réchauffement climatique, c'est la faute de la Chine. Cependant, ce n'est pas aussi simple, car quand on y réfléchit, si la Chine pollue, c'est avant tout pour nous. Ça serait assez malhonnête de la tenir pour unique responsable alors qu'elle consomme de l'énergie sale majoritairement pour fabriquer et vendre ses produits bon marché à l'étranger.
C'est ce qu'on appelle communément la délocalisation des émissions carbone. On calcule combien le pays émet de gaz à effet de serre au lieu de calculer combien il consomme. La nuance est énorme dans les pays désindustrialisés comme la France qui achètent énormément à l'étranger. Ensuite, on pourrait regarder par entreprise. Mais encore une fois, on ne pourrait tenir pour seul responsable de la pollution la China Coal Company ou Gazprom, qui en soi ne répondent qu'à une demande en hydrocarbures. Ça tombe sous le sens. Donc selon moi, le meilleur angle d'approche devrait être de calculer combien chaque individu consomme de CO2. En gros, pour chaque personne, analyser toutes ses actions, tous ses achats et in fine calculer la quantité de gaz à effet de serre qu'il aura été nécessaire d'émettre directement mais aussi indirectement. Prenons quelques exemples. Si vous mangez de la viande espagnole, vous serez ainsi responsable d'émissions de méthane dans l'atmosphère, car le bétail a tendance à polluer. Envoyez un email, un Snapchat ou postez un message sur Facebook et vous serez indirectement responsable de l'émission de CO2 dans l'air, car ces technologies nécessitent l'installation de data centers aux USA qui doivent être construits, alimentés, puis constamment refroidis, le plus souvent grâce au gaz de schiste. Et enfin, achetez un avocat au supermarché et vous pouvez être sûr que le transport du Mexique a nécessité le rejet de métaux lourds dans l'océan. Bref, notre monde globalisé est ainsi fait. On a beau avoir tendance à l'oublier, mais chacune de nos actions a des conséquences indirectes graves sur l'environnement. Si vous vouliez le chiffre, le voici. Le Français moyen consomme 10 fois plus de carbone que la Terre ne peut en absorber. Je le répète, si tous les humains vivaient comme les Français, on émettrait 10 fois plus de carbone que la Terre ne pourrait en absorber. Inutile de vous dire qu'utiliser un peu moins sa voiture ou prendre des transports en commun, bien que ce soit un pas vers la bonne direction, ça ne changera fondamentalement rien au problème. On se donne bonne conscience. C'est pour ça que quand des célébrités s'indignent du réchauffement climatique alors qu'elles mènent des vies de pacha, passant leur vie dans des avions, ça fait un peu « faites ce que je dis mais surtout pas ce que je fais ». Pareil pour les lycéens. Comment se dire écologiste et en même temps acheter des dizaines d'habits chez H&M, passer sa vie sur son téléphone tout en prenant des vacances en Thaïlande? C'est assez contradictoire. Néanmoins, pour notre défense, il faut dire qu'on ne réalise pas toujours cette pollution indirecte et que notre société de consommation nous pousse quand même à fermer les yeux. Mais pas le temps de s'apitoyer, quelle solution y a-t-il ? Selon la fameuse équation de Kaya, nos émissions de gaz à effet de serre sont égales à tous ces critères obscurs que vous voyez à l'écran. Toutes choses étant égales, pour faire baisser nos émissions de carbone, nous devons minimiser les variables à droite. Et pour stopper le réchauffement climatique, je ne dis pas l'inverser mais juste le stopper, il faudrait les diviser par un peu plus de 3. Alors tout d'abord, le premier levier que l'on pourrait activer serait de faire baisser la population mondiale. Mais comme vous le voyez sur cette courbe, ce n'est absolument pas ce qui devrait se passer à court moyen terme. Au contraire, dans le scénario médian, qui reste le plus probable, c'est une catastrophe environnementale qui s'annonce, avec une démographie qui devrait augmenter par plus de 30% pour 2050. Ensuite, on pourrait jouer sur la variable de la richesse. Si le PIB par habitant diminuait, les habitants consommeraient moins, on aurait moins besoin d'énergie, moins besoin de carbone. Bref, on entrerait dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui une décroissance. Mais inutile de vous dire que cela impliquerait une diminution drastique de notre pouvoir d'achat, de notre qualité de vie, et ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Bien au contraire, le monde s'enrichit de plus en plus, avec des taux de croissance positifs dans presque tous les pays. Solution suivante, on pourrait rendre notre économie moins dépendante à la consommation d'énergie. En d'autres termes, il faudrait fabriquer des voitures qui consomment moins, des meilleurs isolants thermiques pour les habitations ou encore des cafetières qui utilisent moins d'électricité. Et pour le coup, on assiste vraiment à une amélioration de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, de l'ordre de 30% sur les 40 dernières années. C'est positif, mais on demeure très loin de notre objectif initial d'une réduction de 200%. Et dernier point, nous pourrions utiliser de l'énergie qui produit moins de gaz à effet de serre. C'est ici qu'entrent en jeu les éoliennes, le solaire, l'hydraulique ou le nucléaire. Mais malheureusement, comme on l'a vu plus tôt, même s'il y a du mieux avec une amélioration de 10% ces 40 dernières années, le renouvelable reste anecdotique. Alors, est-ce qu'on aura assez d'énergie renouvelable pour que la transition se fasse sans trop d'à-coups? Non. Enfin, les chiffres sont à peu près clairs. La puissance du pétrole pourra jamais être remplacée en termes de quantité par les énergies renouvelables. Donc comme vous le voyez, ça risque d'être compliqué d'endiguer le réchauffement planétaire. Mais que peut vraiment faire le gouvernement ? Aujourd'hui, il subventionne les énergies renouvelables, les produits énergétiquement efficaces. Il taxe les habitants. Devrait-il aller plus loin en créant une taxe carbone ? On aurait envie de dire oui, mais on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Devrait-il tenter de limiter la natalité ? Devrait-il limiter le libre-échange et s'orienter vers du protectionnisme ? Pas si simple. Ce sont des choix de société et le prix de nombreux produits pourrait augmenter. Donc quelque part, il n'y a pas de solution simple.
Le réchauffement climatique reste une problématique globale et la France n'a pas le pouvoir d'aller voir la Chine ou les États-Unis pour leur demander d'arrêter d'utiliser leur charbon ou leur gaz de schiste, surtout si elles ne leur proposent pas d'alternatives efficaces. Le premier futur possible, je pense que vous l'attendez tous, c'est bien évidemment celui que nous décrit la collapsologie. Selon leurs adeptes, notre société court à sa perte et s'effondrera n'arrivant pas à réussir sa transition écologique. C'est un futur extrêmement apocalyptique où les énergies fossiles n'existeraient presque plus, où cette crise énergétique sans précédent provoquerait des guerres, des famines, bref, notre civilisation courrait à sa perte. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire à une fiction digne d'un Mad Max, mais c'est très sérieux. De nombreux peuples se sont déjà effondrés à cause d'une mauvaise gestion de leurs ressources. On pense notamment aux habitants de l'île de Pâques, mais aussi aux Aztèques. Et attention, ce ne sont pas que des illuminés qui se posent ces questions. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Ensuite, il y a d'autres futurs possibles, notamment celui où les pays riches arrivent à faire leur transition écologique, laissant sur le carreau les pays du tiers-monde, incapables d'investir massivement dans le renouvelable. C'est une éventualité assez probable, où nous ne stopperions le réchauffement climatique que quand les combustibles fossiles se seront fait trop rares. Ainsi, l'augmentation des prix des hydrocarbures se ferait graduellement, chaque année, incitant les économies les plus riches à investir dès qu'il y aura un avantage économique à le faire. Dans ce contexte-là, plus les nations seront aisées financièrement, plus elles pourront investir, anticiper, et mieux elles s'en sortiront. Inutile de vous dire que la situation sera cynique, notamment pour l'Afrique qui pourrait se retrouver en immenses difficultés. Et dernière prévision possible, celle où l'on réussit notre transition écologique sans trop d'à-coups. C'est assez optimiste, mais sait-on jamais. On pourrait peut-être faire une découverte qui changerait la donne. Je pense notamment à la fusion nucléaire, technologie qui apparaît comme extrêmement prometteuse, car infinie et ne produisant quasiment aucun déchet. On n'y est pas encore, mais chaque semaine il y a de nouveaux articles sur les avancées de la Chine en la matière. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous souhaitez creuser le sujet, je vous mets plein d'articles dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ceci étant dit, c'est à vous de participer. Dites-moi, si vous étiez au pouvoir, comment est-ce que vous feriez concrètement pour stopper le réchauffement climatique? Selon vous, est-ce que l'on réussira notre transition écologique et quel scénario futur vous paraît le plus probable? J'attends toutes vos réponses dans les commentaires, il me tarde de les lire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura bien fait réfléchir. Merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu et le gros partage, la visibilité c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir. Maintenant que vous avez un bel aperçu de la situation, pour creuser, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. L'opinion éclairée c'est maintenant la vôtre, et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo impartiale sur le Frexit. Bye.